Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur, ravi de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par notre influenceur du jour, le vide le plus vide, la caméra la plus rapide, l'expérience la plus froide ou encore la pression la plus forte. Julien Bobroff vulgarise la science et y présente des records de physique fondés sur des phénomènes qui éclairent la discipline. On découvre son portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, elle s'appelle Jeanne Dreyfus et elle est toujours avec nous en plateau. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippe. Ravi de vous retrouver. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Alors je vais vous parler d'une exposition aujourd'hui qui a eu lieu au Louvre et qui s'appelle La figure du fou et qui donne, vous allez voir, des éclairages assez utiles pour explorer notre présent un peu fou parfois. Merci beaucoup Jeanne, on voit ça dans un instant. Et puis on va parler d'intelligence artificielle aussi. En pleine révolution, vous le savez, on en parle régulièrement sur ce plateau et dans l'École du Futur. Pourtant, cette révolution, elle ne peut pas être pleinement inclusive si la moitié de l'humanité en reste à la marge. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, seulement 22% des professionnels de l'IA sont des femmes. Alors face à ce constat, des initiatives, vous allez le voir, émergent pour encourager la présence féminine dans ce domaine, souvent dominé par des hommes. Alors pourquoi, si la question se pose encore, est-il crucial d'amplifier la voix des femmes dans ce secteur et comment s'assurer que les innovations de demain sont réellement inclusives et représentatives? On va en parler avec notre invitée, elle est experte de ce sujet, Delphine Rémy-Boutan. Bonjour. Bonjour Philippe. Ravie de vous avoir toujours sur le plateau de l'École du Futur. Vous êtes la fondatrice de JFD. On en parle dans un instant et de vos actualités, juste après le focus. Physicien français, il captive sur ses différents réseaux les novices comme les experts. Julien Bobroff vulgarise la science avec passion et accessibilité, vous allez le voir. Et entre rigueur et humour, il fait des concepts scientifiques complexes, du contenu divertissant. Il est notre influenceur du jour, présenté aujourd'hui par Dylan Kohler. Bonjour, aujourd'hui je vous raconte l'expérience la plus incroyable qui a été faite dans l'espace. Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer le liquide le plus incroyable que vous ayez jamais vu. Bonjour, je vais vous montrer l'objet le plus rond au monde. Bonjour, aujourd'hui 2 solutions géniales pour ne plus jamais renverser votre café quand vous marchez. Dans le paysage scientifique français, un nom émerge, celui de Julien Bobroff. Physicien de renom et vulgarisateur passionné, il s'est fait connaître grâce à ses vidéos percutantes sur TikTok où il rend la physique accessible à tous. Le natif de Suresnes, professeur à l'université Paris-Saclay, se veut spécialiste de la supraconductivité et de la physique quantique. En 2013, il fonde la Physique Autrement, une initiative qui vise à réinventer la communication scientifique. Avec son équipe, il explore des méthodes innovantes pour captiver un public souvent éloigné des sciences. Sur TikTok, Bobroff a su tirer parti de la plateforme pour partager sa passion. Qui aurait cru que parler de phénomènes comme le magnétisme ou la mécanique quantique pouvait susciter tant d'intérêt? Grâce à des démonstrations ludiques et des explications claires, il parvient à toucher un large public, allant d'étudiants aux simples curieux de tous âges. Pourquoi est-ce qu'il y a de la lévitation? L'onde se met à tourbillonner, vous la voyez pas mais elle tourbillonne, et en tourbillonnant, qu'est-ce qu'elle fait? C'est des électrons qui tourbillonnent et ça fait un champ magnétique. Et donc elle tourbillonne pour repousser l'élément. Donc là je peux dire que j'ai une manifestation à l'œil nu de la physique quantique en direct. Mais Julien Bobroff ne se limite pas aux réseaux sociaux. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages. Dans ses écrits, il aborde des sujets fascinants tels que les températures extrêmes ou les propriétés étonnantes des matériaux. Selon ses dires, la science n'est pas seulement une accumulation de connaissances, c'est une aventure humaine qui nous pousse à explorer les mystères de l'univers. Cette approche humaniste lui permet d'engager un dialogue avec son public et même de susciter des vocations. Sa capacité à rendre la physique vivante et pertinente est sans doute ce qui fait de lui une figure incontournable dans le domaine de la vulgarisation scientifique. Julien Bobroff est de ceux qui s'engagent à rendre leur discipline accessible et passionnante. Et si vous n'avez pas encore découvert son univers, c'est le moment idéal pour s'y plonger sans attendre. Un accès facilité au monde scientifique à portée de quelques clics. Allez, on va continuer à parler de science et maintenant d'intelligence artificielle. Surtout, vous le savez, elle est partout, elle influence nos décisions, façonne nos interactions, modifie aussi notre rapport au monde. Alors avec ce pouvoir grandissant, il est désormais essentiel, bien sûr, de s'assurer que son développement soit guidé par des valeurs de diversité, d'éthique et d'inclusion, car une IA créée sans pluralité des points de vue risque de reproduire, voire même d'amplifier ses biais existants. Alors justement, pour répondre à cet enjeu, des voix s'élèvent et des initiatives se créent. Elles voient le jour pour garantir une place équitable, surtout des femmes dans ce secteur stratégique. On en parle tout de suite avec notre invité dans la première partie du talk. Et donc aujourd'hui, notre invitée pour en parler en plateau, Delphine Rémy-Boutan, une habituée quand même aussi de ce plateau. Ravie toujours de vous recevoir. Delphine, vous aviez lancé il y a quelques années maintenant. 13 ans. 13 ans.
Rien que ça, la journée de la femme digitale, ça s'appelait, cette année ça change de nom, ça reste l'acronyme JFD, mais maintenant ça s'appelle Join Forces and Dare. Vous lancez aussi la promotion 2025 du prix Les Margaret sur le nom Women Rising. AI à l'intérieur. Quelles sont les ambitions principales de, quelque part, de ce renouveau aussi et de cette nouvelle édition du prix Les Margaret? Vous l'avez rappelé, la JFD, c'était au départ une journée, la journée de la femme digitale. C'était il y a 13 ans. Aujourd'hui, on parle moins de digital. Je pense que le tournant du digital, Internet a montré qu'on pouvait transformer, qu'on pouvait acheter des chaussures sur Internet. Moi, je me souviens dans les années 2000, quand je travaillais pour un grand géant de la tech, on nous disait, mais jamais on achètera sur Internet. Ah ouais. Et je crois comme quoi. Et je crois que l'IA va transformer nos sociétés de façon encore plus profonde que ne l'a fait Internet. Et c'était aussi pour ça ce changement qu'on voulait donner au nom, puisque la JFD, c'est un accélérateur international de croissance pour les femmes de la tech et c'est devenu plus qu'un événement, plus qu'une journée. C'est un prix, les Margaret, le seul prix tech féminin sous le haut patronage de notre président de la République française. C'est important à saluer. C'est un club, le JFD Club. C'est un réseau d'affaires de haut vol de femmes de la tech, entrepreneurs, intrapreneurs, des médias et qui se regroupent chaque mois au travers des événements, nos JFD Night. Et puis, c'est des études chaque année, puisqu'on remet au ministre du numérique, et cette année, en 2025, du numérique et de l'IA, notre étude qui, pour cette année 2025, sera le premier baromètre européen de l'IA, mais on aura l'occasion d'en reparler. Quels sont les résultats concrets que vous avez observés justement parmi ces lauréates? Comment elles ont impacté la tech au fil de ces 13 années? On a effectivement plus de 50 Margaret à notre tableau de chasse, et non des moindres. Roxane Varza, Station F en 2017, Lucie Bache, Too Good To Go en 2018, à l'époque où personne ne pariait sur le gaspillage alimentaire. Oui. Éloi Guillotin cette année, qui a quand même créé le premier avion électrique qui va un jour voler dans les airs. C'est aussi des jeunes filles avec notre prix Les Margaret Junior. C'est Alia Semia, qui une grande jeune entrepreneur. Et qui est venue sur ce plateau. Qui vraiment est un rôle modèle pour plein d'autres jeunes filles. C'est Apolline Imblot, cette année, qui d'ailleurs a remporté le prix de Elle, la tribune des femmes qui changent le monde. Donc nous, c'est un peu notre baseline à la JFD depuis 13 ans. Donc voilà, ces jeunes filles, elles sont, et ces femmes, entrepreneurs, intrapreneurs et juniors, parce que c'est vraiment important dans ce prix Les Margaret. On a ces trois catégories et elles ont impacté les sociétés dans lesquelles elles travaillent, elles ont impacté aussi l'histoire qu'on raconte autour des femmes de la tech, et elles montrent en fait le chemin que c'est possible et qu'elles peuvent réussir si on les soutient suffisamment. Bah oui, et vous le faites tous les jours effectivement. Vous mentionnez aussi régulièrement dans vos interviews, Delphine, que les enjeux de l'intelligence artificielle sont trop importants pour être laissés à quelques-uns. Quels sont justement selon vous les principaux risques d'une intelligence artificielle qui est construite justement sans représentation éthique et équitable des genres? En fait, on veut une IA par tous, pour tous aujourd'hui. Elle a ce nom intelligence artificielle, mais elle ne peut pas être intelligente si elle n'écoute pas et elle ne prend pas toutes les voix. Et en particulier, la moitié de l'humanité, vous l'avez rappelé, et les femmes. Aujourd'hui, les femmes, elles s'intéressent moins à l'IA que les hommes. Elles l'utilisent moins. Ça veut dire qu'elles ne participent pas à la créer, puisqu'on sait qu'une IA a besoin d'être nourrie par tout ce que nous, on va l'utiliser. Et donc, parce qu'elles considèrent que c'est de la triche, ou parce qu'elles considèrent qu'elles n'ont pas envie d'aller... elles sont, voilà, ce fameux syndrome de la bonne élève, etc. D'accord. Et donc, elles l'utilisent moins. Donc ça, déjà, ça nous désavantage, parce que du coup, on ne participe pas à la créer. Et ça nous désavantage aussi parce que, on le sait, 90% des emplois avant 2030 vont être touchés par l'IA générative en particulier. Et donc, ça nous désavantage parce qu'on va aller donner ces nouvelles tâches, ces nouveaux métiers à ceux qui la maîtrisent, et donc aujourd'hui des hommes. Donc il y a urgence, il y a une vraie urgence. C'est pas seulement une question d'efficacité, mais aussi de justice sociale. Bien sûr, bien sûr. Et justement, la promotion de Women Rising est dédiée aux projets qui répondent aussi aux grands enjeux de notre siècle. Quels sont les critères spécifiques que vous recherchez aujourd'hui pour cette prochaine promotion auprès des candidates pour ce prix? Donc les candidatures sont ouvertes jusqu'au 6 janvier sur joinjfd.com. C'est important de le dire parce qu'on reçoit
reçoit à peu près 2000 candidatures par an. Donc, ça en fait du boulot pour les trier. Absolument. Ouais. Donc, candidatez, mesdames. Et donc, les critères, en fait, donc on a 3 catégories. Entrepreneurs, intrapreneurs, donc des femmes qui portent des projets de transformation liés à l'intelligence artificielle dans les entreprises, et les juniors, pour les jeunes filles de 14 à 22 ans. Cette année, on a un petit peu élargi le spectre pour que plein de jeunes filles qui sont dans des écoles type Epitech, qui travaillent sur ces projets-là, puissent participer. Et donc, c'est 100% projets liés à l'IA, puisque, comme vous l'avez rappelé, cette promotion, cette 13e promotion des Margaret by JFD s'appelle Women Rising. Et donc, on cherche en fait des projets qui utilisent l'IA pour répondre aux grands enjeux de notre société. Il y a des critères spécifiques, ou du moins des thématiques spécifiques, je ne sais pas, l'environnement, la santé, l'éducation, ou est-ce que vous leur laissez carte blanche? On leur laisse absolument carte blanche. C'est complètement ouvert, et c'est tout secteur confondu, et c'est une idée peut changer le monde grâce à la technologie et grâce à l'intelligence artificielle. Et vous recevez de plus en plus de candidatures année après année, j'imagine? On reçoit énormément de candidatures vraiment de femmes de haut vol, de plus en plus européennes, africaines et canadiennes, puisqu'on a ouvert au Canada plus récemment. Ouais. Les lauréates bénéficieront aussi de mentorat, de coaching. Quelle est, selon vous, Delphine, la plus grande difficulté justement pour une femme dans la tech aujourd'hui? Vous qui avez du recul, on l'a dit, ça fait plus de 13 ans que vous avez lancé JFD, mais ça fait des années que vous travaillez dans la tech aussi. Pour vous, c'est quoi le plus difficile pour une femme en ce moment? Alors, elles bénéficieront effectivement d'un programme d'une valeur d'1 million d'euros, c'est important de le dire, grâce à tous nos partenaires stratégiques. D'accord. Et je crois aujourd'hui, pour répondre à votre question, c'est justement l'accès au financement qui me semble être la vraie grande difficulté. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'entrepreneuriat féminin, et je le rappelais dans les Échos ce matin, aujourd'hui, 98% des fonds disponibles dans le monde vont aux hommes fondateurs, il en reste 2% pour les femmes. L'accès au financement. Le deuxième point, c'est formation, éducation. On a besoin de former, d'éduquer, d'apprendre à apprendre et de donner envie à ces jeunes filles et ces jeunes femmes d'aller dans ces filières-là. Et donc ce troisième axe qui est pour nous le tiercé gagnant du changement, formation, rôle modèle. Formation, rôle modèle et accès au financement. Et ces rôles modèles, on le travaille avec ce prix Les Margaret, mais pas que, parce qu'au sein du JFD Club, on a énormément de femmes qu'on accélère. Ouais. Et puis moi, je suis aussi investisseur et j'investis aussi dans quelques startups avec une thèse d'investissement complètement biaisée, 100% femmes, 100% tech. Et je l'assume totalement. Pour rééquilibrer justement les problématiques d'investissement chez les femmes. Vous le faites tous les jours, on va continuer à en parler bien sûr avec vous, Delphine Rébu-Boutan. Merci d'être parmi nous. On continue à parler de ce sujet ensemble. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée aujourd'hui, Delphine Rémy-Boutan, la fondatrice de JFD. Mais juste avant, Delphine, de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous nous parlez aujourd'hui d'une exposition qui a lieu actuellement au musée du Louvre à Paris. Son titre, La figure du fou, une exposition qui, tout en parlant d'époques lointaines, qui remonte notamment au Moyen-Âge, n'en a pas moins sa place dans l'École du Futur. Absolument, en allant au Louvre, voir cette exposition, je suis en effet tombée sur une image qui date de 1590. Un planisphère où on peut lire « aux têtes dignes d'une dose d'Hellebore ». Hellebore qui était cette plante vénéneuse, nommée plante au fou, réputée pour soigner les maladies mentales. Cette image, elle m'a semblé terriblement d'actualité. Le monde qu'on y voyait cartographié du nord au sud, d'est en ouest, pour connu, explorer qu'il est, eh bien, n'en est pas moins représenté par ce visage aveugle entouré d'un bonnet de fou avec ses grelots dont le bruit rappelle la supposée vacuité du simple d'esprit. Cette image pleine de contradictions, elle me fait penser à notre époque faite d'une maîtrise du temps, de l'espace, pour autant qui est marquée par ce regain d'irrationalité. Et cette exposition dans son ensemble, elle nous aide grâce à un plongeon à travers les représentations du fou depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'époque du romantisme, du fou d'amour au fou de cour, du fou marginalisé au fou génial, cette figure complexe. Elle nous apprend toujours aujourd'hui à réfléchir aux notions de normes et à ce qui s'y oppose, aux notions de folie ou aux notions de raison, aux notions en tout cas qui n'ont cessé de changer tout au long des siècles. C'est absolument passionnant. Alors comment commence-t-elle justement cette histoire du fou, Jeanne ? Alors le fou, et dès l'apparition et le développement de son image au Moyen-Âge, est bien celui qui ne croit pas. Celui qui ne croit pas, aujourd'hui, qui serait par exemple le platiste ou qui serait le théoricien du complot, eh bien le fou d'hier, il est également par essence opposé à la doxa, opposé à l'ordre établi. Et c'est ainsi que, dès ses premières apparitions, au Moyen-Âge, on le voit dans ce qu'on appelle les marginalia. Les marginalia, ce sont ces petits dessins faits en marche des psautiers, autres textes religieux du Moyen-Âge, qui ont fait naître plus tard le concept de marginalité, qui en tient son étymologie. Et contre-exemple de la vertu du pieux fidèle, eh bien, ce fou, il va nicher dans des endroits un peu cachés, dans les églises par exemple, sur les chapiteaux, ou sous forme des gargouilles, haut perché sur les galeries des cathédrales. Mais peu à peu, de figure marginale, ce fou, il va envahir les représentations de la Renaissance, qui est l'âge d'or de la figure du fou. Vous voulez dire que va s'opérer une réhabilitation de la figure du fou ? Absolument, une réhabilitation qui est largement propagée à travers un ouvrage historique, L'éloge de la folie d'Érasme, dont on a tous entendu parler, et notamment à travers ses préceptes. C'est la pire folie, dit Érasme, que de vouloir être sage dans un monde de fous. En effet, les crises qui traversent l'âge de la Renaissance, et notamment l'Église, eh bien, vont changer la perception que les peintres vont donner du fou. Par exemple, il va y avoir ce que les commissaires du Louvre appellent le monde inversé, et qui va être visible dans un chef-d'œuvre de Jérôme Bosch, un petit panneau de bois conservé au Louvre intitulé La Nef du Fou. Elle va montrer cette inversion. On peut y voir les membres du clergé succomber au plaisir, à l'alcool, vomir à droite, quand le fou, lui, perché sur son tronc d'arbre avec sa marotte, cette inversion du sceptre royal, lui, tourne le dos à la scène et semble le plus raisonnable de tous. Dans ses œuvres, le fameux peintre Jérôme Bosch, lui, il va railler les puissants grâce à cette figure du fou. Il va railler ici l'Église, il va railler ailleurs les aristocrates, et dans une autre œuvre visible dans l'exposition, le corps médical. Cette œuvre, c'est l'extraction de la pierre de folie, toujours de Jérôme Bosch, et s'y opère ici ce qu'on appelle la lithotomie. La lithotomie, c'est une pratique qui consistait à vouloir enlever ce qu'on pensait être la pierre de folie, un calcul cérébral dont, disait-on à l'époque, ce calcul est à l'origine de la folie. Mais on voit ici, le fou, il a un entonnoir sur la tête, autre inversion, dont parle ce monde inversé. Et le fou, eh bien, ce docteur est plus fou que le fou lui-même, comme quoi la défiance envers le monde médical qui a explosé pendant le Covid n'est pas née d'hier. C'est clair, effectivement. L'exposition s'étend aussi, vous disiez, au Moyen-Âge et au temps moderne. Est-ce que cette figure du fou, justement, du 19e siècle nous prépare à une version un peu plus contemporaine ? Absolument. La dernière partie de l'exposition, elle porte, après une période un peu d'exclusion de cette figure du fou qui a été portée par la contre-réforme, on va avoir interdit les loges de la folie pendant des siècles, l'Inquisition va avoir brûlé plein d'ouvrages de l'humanisme, eh bien, le 19e, avec
avec les débuts de la psychiatrie, eh bien, va redonner à la figure du fou une place prédominante. Et ça va être accompagné par des artistes comme Géricault, qui va se rendre dans des institutions spécialisées et va mettre au premier plan, ici la monomane de l'envie, le portrait de ceux qui étaient refoulés jusque-là dans les marges. Et d'autres peintres, comme Gustave Courbet, vont eux-mêmes se mettre à la place du fou, et notamment dans un autoportrait qui s'appelle Le Fou de peur, où Courbet se représente lui-même avec un costume bicolore qui est tout droit issu de l'iconographie médiévale. Les rayures, elles sont souvent associées aux notions de désordre, alors que ce soit du costume du fou jusqu'à celui du prisonnier. L'homme, il est au bord du gouffre, on le voit ici, il semble prêt à tomber de l'autre côté du miroir et il nous regarde comme s'il interrogeait qui de lui qui se représente comme fou, ou qui de nous qui l'épions comme ça, très intéressé, est le plus fou. Et en tout cas, ça instaure ce couple de folie et de génie qu'on voit aujourd'hui dans tout un tas de séries qui explorent la neurodiversité, de HPI à Astrid et Raphaël sur France Télé, en passant par Atypical sur Netflix. Bref, ce couple folie-génie est aujourd'hui totalement omniprésent dans le divertissement. En tout cas, cette exposition est tout à fait passionnante pour explorer nos propres problématiques. Elle est visible jusqu'au 3 février. Et il est aussi possible sur Arte de regarder un documentaire qui est signé Jacques Loeil, qui traite de ce sujet et des œuvres qui sont présentes dans l'expo. Merci beaucoup, Jeanne. C'est absolument passionnant. Il faut être un peu fou aussi pour faire ce que vous faites, Delphine. Non, c'est vrai. Vous avez entendu parler, Jeanne, de la JFD. J'ai déjà vu Delphine en plateau. Donc on entend parler depuis longtemps. Et les Margaret, évidemment. Évidemment. Bon, allez, on lance ensemble la deuxième partie du talk ? Oui. Allez, c'est parti. Elle est un peu folle et est avec nous toujours en plateau, Delphine Rémy-Boutan, donc fondatrice de JFD. Et en 2025, et on en parlait dans la première partie de l'interview, JFD et EY publieront un baromètre donc européen sur l'intelligence artificielle. C'est quoi vos objectifs avec cet outil ? Il n'existe pas aujourd'hui de baromètre de ce type sur ce sujet-là ? Alors, il n'y a pas de baromètre effectivement européen de l'IA, et c'est pour ça qu'on voulait le lancer chez JFD avec EY Faber-Novel qui sera notre outil pensant à nos côtés pour que ce baromètre en fait soit lancé le 10 février prochain à l'occasion du sommet pour l'action sur l'IA de l'Élysée, et on remettra ce baromètre à notre ministre Clara Chapaz pour lui présenter en fait d'abord un constat et comprendre dans tous ces 10 pays européens où est-ce qu'on en est d'un point de vue de l'éducation, mais aussi d'un point de vue d'emploi, d'un point de vue de ce que ça veut dire en fait par secteur d'activité, ce que ça veut dire dans la santé, ce que ça veut dire dans la finance, ce que ça veut dire dans les services, etc. Et on comparera en fait pour comprendre en fait quelle est cette nouvelle heure HER de l'IA, ouais. Et bien sûr mettre le point sur aujourd'hui ce qui manque, c'est-à-dire les femmes dans cette nouvelle technologie. L'intelligence artificielle à l'heure des femmes, effectivement. Et d'ailleurs, en parlant de femmes, vous mettez souvent en avant, bien sûr, la figure de Margaret Hamilton, qui porte le nom justement de votre prix dont on parlait tout à l'heure. C'est une inspiration, on le comprend, mais en quoi son parcours, justement, il est significatif pour le mouvement, quelque part, que vous avez créé avec toutes ces femmes derrière vous. Alors Margaret Hamilton, c'est vrai que c'est une femme, une figure de l'ombre de la NASA, mais il n'y a pas qu'elle. Mais elle a quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'en fait, elle a créé ces fameuses lignes de code qui ont fait que l'homme, avec un grand H, a pu s'allumer. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont posé la fusée, il y a eu un problème. Et c'est la machine qui a pris le relais. Et c'est grâce à ces lignes de code. Donc finalement, c'est pas grâce à un homme qu'on a marché sur la Lune, c'est grâce à une femme. Ouais. Et c'est grâce à la technologie et c'est grâce à l'informatique. Et je crois que c'est important de rappeler que aujourd'hui, on a besoin un peu de dépoussiérer tous ces jobs, les DSI, etc., les Jean-Michel avec leurs grosses doudounes. DSI, c'est la direction des services informatiques. Qui sont à côté des serveurs et donc il fait froid, comme sur les plateaux. Et il faut mettre des grosses doudounes. Il faut des femmes aux manettes de ces nouveaux jobs qu'on doit appeler des business officers. Ouais. C'est plus des technology officers. La technologie, c'est le business. C'est au cœur du réacteur de tout ce qu'on fait, ce qu'une entreprise vend.
C'est ça le futur. C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que des changements de nom dans les titres de nos postes, quelque part, et des postes dans ces grandes entreprises de la tech, généralement, qui montrent le chemin, ça permettrait peut-être d'avoir plus de femmes dans le secteur technologique. Je crois au poids des mots, le choc des photos. C'est pas vous, journaliste, qui me contradirez. Je crois à l'importance des mots. Quand on dit briser le plafond de verre, une jeune fille, elle n'a pas envie de briser un plafond de verre parce que ça fait mal, ça coupe. Ouais. Je crois qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on véhicule. Et peut-être que finalement, en parlant de numérique jusqu'à présent, en fait, on a fait peur. Et Margaret Hamilton, justement, elle disait toujours, n'ayez pas peur des soi-disant experts qui vous diront que c'est impossible. Croyez en vous, etc. etc. Et oui, il faut changer ces titres parce que les jeunes filles, aujourd'hui, elles ne veulent pas y aller. Ça ne les fait pas rêver, elles n'ont pas envie d'y aller. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Ce paradigme change. Cette perception en fait de ces nouveaux jobs change en fait. Parce que c'est nouveau. Parce que c'est nouveau, et puis effectivement raconter ces histoires de rôle modèle aussi. Vous prenez l'exemple notamment de Margaret Hamilton, ce qui est intéressant dans son parcours aussi, mais vous connaissez sans doute l'histoire, c'est que ce bug informatique, elle l'avait recréé complètement par hasard, parce qu'elle était venue à la NASA avec sa fille, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, et sa fille, Jeanne, vous ne connaissez pas forcément l'histoire, elle vient avec sa fille qui a 2-3 ans en gros, et puis sa fille voulait jouer sur tous les boutons de l'équivalent du centre de contrôle de la fusée, et puis ça crée un bug. Et donc quelque part, ce qui s'est passé a permis derrière de créer tout un code auquel les hommes n'avaient pas forcément pensé. Mais c'est joli, en plus c'est une histoire de transmission avec une fille, etc. Et le mot bug, c'était une autre femme c'est vrai. Qui a créé le mot bug, puisqu'il y avait un papillon qui s'était mis dans son journal, je me souviens plus de son nom, mais de cette femme américaine. Donc, voilà, toutes ces femmes en fait qui étaient au démarrage en fait de l'informatique telle qu'on le connaît aujourd'hui. Et qu'on a invisibilisé pour une raison qu'on ignore. Toujours est-il que vous parlez régulièrement aussi, Delphine, de la nécessité d'une intelligence artificielle. Je vous cite, qui ne peut pas prétendre à une réelle intelligence si elle ignore la moitié de l'humanité. Vous avez bien raison. Alors comment y remédier? Est-ce que c'est une question pour vous de volonté politique, de culture de société, de changement justement dans les sociétés, les entreprises? Par où on pourrait commencer? Je ne sais pas si vous étiez président de la République demain. Qu'est-ce que vous feriez? C'est une vaste question, je sais, mais... Je crois que tout commence par l'éducation. C'est Sir Robinson, je le cite souvent, qui disait pour changer le monde, il faut commencer par changer l'éducation. Ouais. On a besoin de cette école du futur, on a besoin de cette vision nouvelle, en fait, d'éduquer. Donc je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs privés, d'ailleurs, s'en emparent. La Poste qui a sorti, son école de l'IA et de la data. Donc il y a cette envie et cette urgence, en fait, de former de façon différente. Aujourd'hui, on ne peut pas former sur l'IA pendant 1 an. Au bout d'1 an, c'est déjà obsolète. Donc il faut apprendre à réapprendre. Et je pense que c'est ça qu'il faut... Et puis donner envie aussi aux jeunes. Moi, je crois en la méritocratie. Je crois que ce n'est pas un idéal perdu. Je crois qu'il faut dire à tous ces jeunes qu'il faut travailler et c'est une bonne chose, en fait. Et il faut apprendre. Si j'avais pu faire plus d'études. Donc je dirais ça, j'ai l'éducation. Et puis après, je pense que les femmes ont quelque chose à dire pour changer la planète et pour faire mieux. Et donc il faut leur laisser leur place, absolument. Je voudrais très rapidement, parce qu'on doit rendre l'antenne, la nomination de Clara Chapaz en tant que secrétaire d'État chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, c'est tout un symbole, c'est une bonne nouvelle. C'est tout un symbole, c'est une bonne nouvelle. Et en plus, c'est une femme extraordinaire, donc je sais qu'elle fera énormément de choses. Et elle l'a rappelé, elle ne lâchera rien. Et moi non plus. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, en tout cas. Delphine Rémy-Bouton, d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de JFD, puis on souhaite énormément de succès aussi à ce nouveau prix. 6 février, c'est ça? Les candidatures. Les candidatures jusqu'au 6 janvier. 6 janvier. Et ben voilà, on se donne rendez-vous à ce moment-là. C'est le jury qui va aïe. Bon, magnifique. On se donne rendez-vous à ce moment-là pour en reparler. Merci infiniment. Merci aussi à Jeanne Dreyfus, notre chroniqueuse du jour, pour cette chronique absolument passionnante. Merci à vous de nous avoir suivis aussi. Et puis on se donne rendez-vous même jour, même heure. Et tout ça dès demain, dès 12h30 et toujours sur School TV. Bonne journée.